Elle pleurait seule sur le sable, croyant que personne ne la voyait. Elle pleurait seule sur le sable, croyant que personne ne la voyait. Mais le millionnaire s'assit à côté d'elle, en silence. Quelques minutes plus tard, elle cessa de pleurer. Et lui, soudainement, fit quelque chose d'inexplicable. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil commençait à se coucher sur la plage de la baie des Anges, à Nice teintant le ciel de nuances orangées qui contrastaient avec le bleu profond de la Méditerranée. Les eaux tièdes embrassaient doucement le sable clair, tandis que les vendeurs ambulants rangeaient déjà leurs affaires après une journée de travail. C'est dans ce décor que Sophie Lefebvre chercha refuge, loin des regards curieux des touristes qui remplissaient la partie la plus animée de la plage. Elle avait choisi un coin plus isolé, près des rochers, où elle pourrait enfin laisser couler librement les larmes sur son visage. Sophie, une architecte de 33 ans, s'était installée à Nice il y avait à peine 6 mois, après avoir accepté une proposition pour travailler sur un grand projet de revitalisation urbaine. Le déménagement de Paris vers la Côte d'Azur représentait non seulement une opportunité professionnelle, mais aussi une tentative désespérée de recommencer sa vie après la fin traumatisante de ses fiançailles avec Antoine, son compagnon depuis 8 ans. Ce qui devait être une nouvelle phase pleine d'espoir s'était transformé en un voyage solitaire, où les nuits chaudes méditerranéennes ne parvenaient pas à réchauffer le vide qu'elle ressentait dans sa poitrine. Cet après-midi-là, après avoir reçu un message d'Antoine annonçant son mariage avec la femme pour laquelle il l'avait quitté, Sophie sentit que tout le progrès émotionnel qu'elle avait accompli ces derniers mois s'effondrait comme un château de sable touché par la marée montante. Elle quitta le bureau plus tôt, sans donner d'explication, et se dirigea directement vers la plage, son refuge dans les moments d'angoisse. Comment a-t-il pu tourner la page si facilement ? Murmurait-elle pour elle-même, tandis que ses doigts jouaient avec le sable fin. Les vagues se brisaient devant elle comme un écho distant de sa douleur intérieure, et elle se permit de pleurer sans retenue, bercée par le son de la mer. À quelques mètres de là, Mathieu Dupont marchait pieds nus sur la plage, son pantalon, de costume soigneusement retroussé jusqu'aux genoux, et ses chaussures italiennes, suspendues au doigt de sa main droite. À 40 ans, il était l'un des entrepreneurs les plus accomplis de la Côte d'Azur, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe qui s'étendait sur tout le littoral français. Son établissement le plus récent, le prestigieux Palmier Royal, avait été inauguré à Nice la semaine précédente, attirant célébrités et politiciens influents de tout le pays. Pour le monde extérieur, Mathieu avait tout, argent, succès, reconnaissance. Cependant, sous la façade de l'homme d'affaires confiant et charismatique, se cachait un homme profondément solitaire. Son mariage de 12 ans s'était terminé 3 ans auparavant, lorsque son ex-épouse avait décidé qu'elle ne supportait plus de vivre dans l'ombre de son obsession pour le travail. Depuis lors, Mathieu s'était plongé encore plus dans ses affaires, comme si chaque nouvelle entreprise pouvait combler le vide qui grandissait en lui. Cette promenade sur la plage était devenue un rituel quotidien depuis son arrivée à Nice. C'était le seul moment où il se permettait d'ôter le masque de l'homme d'affaires implacable et simplement exister, sans attente ni pression. Tandis qu'il observait l'horizon, où le soleil disparaissait lentement, ses pensées vagabondaient entre souvenirs du passé et incertitudes sur l'avenir. C'est alors qu'il aperçut Sophie. Au début, il hésita à s'approcher, respectant l'intimité de cette femme visiblement bouleversée. Cependant, quelque chose en elle, peut-être la vulnérabilité exposée sans filtre, ou la façon dont son corps tremblait à chaque sanglot, éveilla en lui une empathie instantanée, comme s'il pouvait reconnaître en elle la même douleur qu'il portait. Après quelques minutes d'indécision, Mathieu s'approcha prudemment, maintenant une distance respectueuse. « Excusez-moi, dit-il d'une voix calme. « Est-ce que tout va bien? Je peux vous aider d'une façon ou d'une autre ?» Sophie leva les yeux, surprise par cette présence inattendue. Pendant un instant, elle se sentit exposée et vulnérable, prête à se lever et à partir de là, plus vite. Cependant, il y avait quelque chose dans le regard de cet homme, un mélange de préoccupation sincère et d'une tristesse familière, qui la fit rester. « Je vais bien, » répondit-elle automatiquement, essuyant ses larmes du dos de ses mains dans un geste presque enfantin. « J'avais juste besoin d'un moment seul. »
Mathieu acquiesça compréhensif. Je vous prie de m'excuser pour l'intrusion. C'est que, parfois, une épaule amicale peut aider, même si c'est celle d'un parfait inconnu. Un silence s'installa entre eux, rempli uniquement par le bruit des vagues, se brisant sur le sable. Sophie observa discrètement l'homme devant elle. Malgré les vêtements coûteux et la posture qui trahissait quelqu'un habitué à occuper des positions de pouvoir, il y avait une humanité dans ses yeux qui l'intriguait. « Vous êtes-vous déjà senti complètement perdu, même en ayant une carte en main ?» demanda-t-elle soudainement, se surprenant elle-même par sa franchise envers un inconnu. Un sourire mélancolique se forma sur les lèvres de Mathieu. « Tous les jours, » répondit-il, s'asseyant sur le sable à une distance respectueuse. « Il semble que plus les gens attendent de certitudes de votre part, moins vous en avez réellement. » Sophie sentit une connexion inattendue avec ses paroles, comme s'il avait parfaitement traduit le tourbillon d'émotions qui la consumait. Lentement, les barrières qu'elle avait érigées commencèrent à se dissiper. « Je m'appelle Sophie, » dit-elle, offrant un petit sourire entre les larmes qui persistaient à couler. « Mathieu, » répondit-il, lui rendant son sourire. « C'est un plaisir de vous rencontrer, bien que les circonstances ne soient pas des plus joyeuses. » Alors que le ciel se transformait progressivement en un manteau étoilé, une conversation improbable commença à fleurir entre deux étrangers unis par la même sensation de décalage. Sophie parla de la trahison d'Antoine, de comment elle avait abandonné sa vie à Paris dans l'espoir de se réinventer à Nice, et de comment le message reçu cet après-midi avait rouvert des blessures qu'elle croyait cicatrisées. Mathieu, à son tour, partagea des fragments de sa propre histoire. Il parla de l'empire qu'il avait construit aux dépens de son mariage, de comment le succès professionnel semblait inversement proportionnel à son bonheur personnel et de la solitude qui le hantait, même lorsqu'il était entouré de gens. Ma grand-mère Élisabeth disait toujours que les plus grandes tempêtes de la vie viennent pour nous apprendre à danser sous la pluie, commenta Mathieu, se rappelant la sagesse de la matriarche de la famille Dupont, une femme simple de l'intérieur de la Provence qui avait élevé seule 5 enfants après être devenue veuve très jeune. Sophie écarquilla les yeux, sentant un frisson parcourir son échine. « Élisabeth ? Votre grand-mère s'appelait Élisabeth. »« Oui, » répondit Mathieu, intrigué par sa réaction. « Élisabeth Dupont. Pourquoi ?»« Ma grand-mère, Marguerite Lefebvre, avait une amie d'enfance appelée Élisabeth, dont elle parlait avec beaucoup d'affection. Elles ont grandi ensemble dans un petit village de Provence, mais ont perdu contact quand ma grand-mère a déménagé. » À Lyon, la mâchoire de Mathieu tomba, incrédule face à la coïncidence. « C'est impossible. Ma grand-mère est née à Grasse et sa meilleure amie a déménagé à Lyon quand elles étaient adolescentes. Elles gardaient une photo d'elles deux, ensemble jusqu'à la fin de sa vie. » Un silence chargé de signification s'installa entre eux. Les étoiles brillaient maintenant intensément dans le ciel, témoins silencieux d'une rencontre qui semblait transcender le hasard. « C'est incroyable, » murmura Sophie, sentant que quelque chose de plus grand qu'une simple coïncidence les avait unis sur cette plage. Ma grand-mère racontait des histoires sur une amie qu'elle considérait comme une sœur, quelqu'un avec qui elle partageait ses rêves les plus profonds. Serait-il possible que nous parlions de la même personne? Mathieu fouilla dans la poche de sa chemise et sortit son portefeuille en cuir italien. D'un compartiment caché, il extirpa une vieille photographie, jaunie par le temps, mais encore bien préservée. Il la tendit à Sophie avec précaution. « C'est la seule photo que j'ai d'elle dans sa jeunesse, » expliqua-t-il. « Ma grand-mère Élisabeth est à droite. » Les mains tremblantes, Sophie prit la photographie. Sous la douce lumière de la lune, croissante, elle observa 2 jeunes filles souriantes, d'à peine 15 ans, enlacées devant une maison simple. Le sourire de l'une d'elles était inconfondable, le même sourire que Sophie avait vu d'innombrables fois dans les albums de famille. « C'est elle, c'est ma grand-mère Marguerite, » confirma-t-elle, la voix étouffée par l'émotion. « J'ai cette même photo chez moi, conservée dans un album que j'ai hérité d'elle. » Une sensation de respect enveloppa les deux, comme si l'univers avait orchestré cette rencontre des décennies avant leur naissance. La brise nocturne soufflait doucement, apportant l'arôme caractéristique de la mer mêlé aux épices des kiosques lointains. Ma grand-mère disait toujours que Marguerite était la personne la plus créative et rêveuse qu'elle ait jamais connue, commenta Mathieu en rangeant soigneusement la photographie. Elle disait qu'elle voyait
de la beauté dans des endroits où personne d'autre ne regardait. Sophie sourit, reconnaissant la description parfaite de sa grand-mère. Et la mienne disait qu'Élisabeth avait la force d'une armée entière en elle, qu'elle n'avait jamais connu quelqu'un d'aussi déterminé et loyal. La conversation coulait naturellement, alimentée par la connexion inattendue de leurs histoires familiales. Ils découvrirent que leur grand-mère avait perdu contact lorsque Marguerite avait déménagé à Lyon pour travailler comme couturière dans une maison de haute couture, tandis qu'Élisabeth était restée en Provence, se mariant jeune et se consacrant à sa famille. C'est étrange de penser que nos grands-mères étaient nos meilleures amies et maintenant, des décennies plus tard, nous nous rencontrons par hasard sur cette plage, réfléchit Sophie, sentant que les larmes qu'il était auparavant étaient de douleur portaient maintenant une autre signification. Comme si quelque chose de plus grand était en jeu. Mathieu acquiesça, également touché par la coïncidence. Ma grand-mère disait souvent qu'il n'existe pas de hasard, seulement des rencontres dont nous ne comprenons pas encore le motif. Pendant qu'ils conversaient, la plage se vidait progressivement. Les étoiles se multipliaient dans le ciel, se reflétant dans les eaux calmes de la mer. La douleur qui avait conduit Sophie dans ce coin isolé de la plage commençait à céder la place à une sensation de fascination pour l'histoire qui se déroulait. « Que faites-vous à Nice » demanda Mathieu, sincèrement intéressé. « Je suis architecte » répondit-elle, lissant distraitement le sable à côté d'elle. « Je suis venu travailler sur le projet de revitalisation de la vieille ville. C'est un travail stimulant, mais passionnant, d'essayer de préserver l'âme des lieux tout en les adaptant pour l'avenir. » Les yeux de Mathieu brillèrent d'intérêt. « C'est fascinant. J'ai toujours cru que l'architecture a le pouvoir de transformer non seulement les espaces, mais des vies entières. »« Et vous » demanda Sophie. « Que faites-vous quand vous ne consolez pas des inconnus sur des plages désertes ?» Mathieu rit, appréciant l'humour soudain qui surgissait au milieu de l'intensité émotionnelle du moment. « Je possède une chaîne d'hôtels. En fait, je viens d'inaugurer un complexe hôtelier ici à Nice, le Palmier Royal. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent de reconnaissance. Le Palmier Royal, ce projet incroyable, avec une architecture durable et une intégration avec la communauté locale? J'ai lu à son sujet dans tous les magazines d'architecture ces derniers mois. Celui-là même, confirma-t-il, avec un sourire discret qui ne cachait pas complètement sa fierté. Ça a été mon projet le plus stimulant jusqu'à présent, mais aussi celui qui m'a apporté le plus de satisfaction. Nous avons essayé de créer quelque chose qui respecte la nature et la culture locale au lieu de simplement imposer un modèle standardisé. C'est exactement pour cela qu'il a attiré mon attention, affirma Sophie, animée. La façon dont vous avez incorporé des techniques traditionnelles de construction méditerranéenne avec une technologie de pointe est révolutionnaire. La conversation prit un nouvel élan, tandis qu'ils discutaient d'architecture, de durabilité et de l'importance de préserver l'identité culturelle au milieu du développement. Mathieu parla de son désir d'étendre le concept du palmier royal à d'autres régions, toujours en respectant les caractéristiques locales, tandis que Sophie partageait ses idées pour la vieille ville de Nice, où elle prévoyait de revitaliser des espaces abandonnés en les transformant en centres culturels accessibles à la population. À mesure que la nuit avançait, tous deux se rendirent compte qu'ils avaient trouvé non seulement une connexion à travers le passé de leur grand-mère, mais aussi une harmonie dans le présent, à travers des valeurs et des visions du monde partagées. À un moment donné, Sophie se pencha pour prendre son sac et remarqua quelque chose de brillant dans le sable. Intriguée, elle écarta les grains avec ses doigts et trouva un petit objet métallique. En le prenant, elle se rendit compte qu'il s'agissait d'un médaillon doré avec des gravures délicates. « J'ai trouvé quelque chose ici, » dit-elle, montrant l'objet à Mathieu. Il fixa son regard sur le médaillon, une expression d'étonnement envahissant son visage. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, tendant la main en tremblant. Sophie plaça le médaillon dans la paume de sa main, observant avec curiosité sa réaction inattendue. « C'est l'amulette de ma famille, » expliqua Mathieu, la voix chargée d'émotion. « Elle appartenait à ma grand-mère Élisabeth, qui l'a reçue de sa mère. Elle a été transmise de génération en génération dans ma famille, représentant toujours protection et nouveau départ. »« Comment est-elle arrivée ici ?» demanda Sophie, fascinée par la coïncidence de plus en plus inexplicable.
Mathieu tournait le médaillon entre ses doigts, observant les détails qu'il connaissait si bien. Je l'ai perdu il y a environ une semaine, durant ma promenade sur la plage. J'ai cherché pendant des heures. Je suis revenu les jours suivants, mais j'ai fini par abandonner. C'est le seul objet que j'ai de ma grand-mère et le perdre. C'était comme perdre une partie d'elle à nouveau. Le silence qui suivit était chargé de signification. Sophie observait Mathieu, tandis qu'il contemplait l'amulette retrouvée, visiblement ému. « Savez-vous ce que ma grand-mère disait à propos de ce médaillon ?» continua-t-il après quelques instants. « Qu'il trouvait toujours son chemin de retour vers celui qu'il devait protéger, et que lorsque cela arrivait par l'intermédiaire d'une autre personne, c'était signe que cette personne serait importante dans sa vie. » Leurs regards se croisèrent sous le ciel étoilé, et quelque chose de silencieux passa entre eux, une compréhension mutuelle que cette rencontre était peut-être plus significative qu'ils ne pouvaient l'imaginer initialement. On dirait que nos grands-mères conspirent de l'au-delà. Plaisanta Sophie, tentant d'alléger l'intensité du moment avec humour. Mathieu sourit, rangeant soigneusement le médaillon dans sa poche. « Je n'en douterai pas un instant. Ma grand-mère a toujours été têtue et déterminée. Si elle avait décidé que nous devions nous rencontrer, même le ciel et la terre n'auraient pu l'empêcher. » La nuit était déjà bien avancée lorsqu'ils réalisèrent enfin combien de temps s'était écoulé. La plage était pratiquement déserte, à l'exception de quelques pêcheurs qui préparaient leurs bateaux pour la pêche nocturne. « Je crois que nous avons perdu la notion du temps, » commenta Sophie, consultant sa montre et s'étonnant de voir qu'il était déjà plus de minuit. « Avez-vous faim ?» demanda Mathieu. « Je connais un endroit tout près qui sert le meilleur poisson frais de la ville. Il reste ouvert tard pour les pêcheurs. » Dans des circonstances normales, Sophie aurait refusé une invitation aussi soudaine d'un inconnu. Cependant, après des heures de conversation et les connexions surprenantes qu'ils avaient découvertes, Mathieu ne semblait plus être un étranger, mais quelqu'un avec qui elle partageait une histoire particulière. « J'adorerais, » répondit-elle, acceptant la main qu'il offrait pour l'aider à se lever. Ils marchèrent le long du rivage, laissant l'eau tiède de la mer mouiller occasionnellement leurs pieds. Le restaurant se trouvait dans une cabane simple au bord de la mer, où des tables, en bois rustique, étaient éclairées par des lampes à huile. L'arôme de poisson frais grillé flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur de coriandre et de citron. Assis face à face sous la lumière dorée des lampes, ils continuèrent à partager des histoires. Sophie parla de sa passion pour l'architecture sociale, de comment elle rêvait de créer des espaces qui transformeraient la vie des gens. Mathieu, quant à lui, révéla comment ces hôtels avaient commencé comme une façon de prouver sa valeur à son père exigeant, mais s'était progressivement transformé en une mission pour créer des expériences significatives et durables. Vous savez après tout ce dont nous avons parlé. J'ai une idée qui ne me sort pas de la tête, commenta Mathieu, tandis qu'il savourait une bouillabaisse aux crevettes. J'ai toujours voulu créer quelque chose qui aurait un impact social réel, au-delà des hôtels. Quelque chose qui honorerait l'héritage de ma grand-mère. Sophie se pencha légèrement sur la table, intriguée par la mention de l'héritage de la grand-mère de Mathieu. La lumière vacillante des lampes dansait sur son visage, soulignant l'éclat renouvelé dans ses yeux, si différent de la tristesse qui les habitait quelques heures auparavant. « Quel type d'impact social avez-vous en tête ?» demanda-t-elle, en prenant un peu plus de la bouillabaisse servie dans le pot en terre cuite entre eux. Mathieu s'adossa à la chaise en bois, ses doigts touchant inconsciemment la poche où il avait rangé le médaillon. Le son des vagues se brisant sur la plage formait une mélodie constante en arrière-plan, ponctuée occasionnellement par le rire des pêcheurs à une table voisine. Quelque chose qui unirait mes compétences entrepreneuriales avec votre vision. « Architecturale », répondit-il, avec un enthousiasme qui le surprit lui-même. Ma grand-mère Élisabeth a passé sa vie à aider les femmes de la communauté où elle vivait à trouver l'indépendance financière grâce à l'artisanat local. C'était un travail informel, mais qui a transformé des dizaines de vies. Sophie acquiesça, reconnaissant dans le récit des échos des histoires que sa propre grand-mère racontait. Marguerite faisait quelque chose de similaire à Lyon. Elle enseignait la couture aux jeunes des quartiers défavorisés, les aidant à trouver des emplois dans des ateliers de mode. « Exactement !» s'exclama Mathieu, se penchant en avant avec enthousiasme.
Et si nous créions une fondation qui combinerait ces deux visions, un espace qui offrirait une formation professionnelle dans divers domaines créatifs, artisanat, mode, design, architecture, destiné particulièrement aux personnes en situation de vulnérabilité? Au fur et à mesure qu'il parlait, l'idée prenait forme et substance. Sophie pouvait visualiser le projet dans son esprit, un bâtiment qui respecterait l'architecture locale, durable et accueillant, où les gens pourraient transformer leur vie grâce à la créativité et au travail. Nous pourrions restaurer une maison historique abandonnée dans la vieille ville, suggéra-t-elle, ses yeux brillants de possibilités. Préserver la façade d'origine, mais transformer l'intérieur en un espace moderne et fonctionnel, avec des salles pour ateliers, studios, et créer un réseau de soutien qui n'offrirait pas seulement une formation, mais connecterait aussi ces personnes au marché du travail, compléta Mathieu. Nous pourrions établir des partenariats avec des entreprises locales, y compris mes propres hôtels, pour absorber les talents formés. La conversation fluait avec une énergie presque palpable. Les idées surgissaient et s'élargissaient, chacun complétant les pensées de l'autre, comme s'ils avaient travaillé ensemble depuis des années. Le projet prenait des contours plus définis à chaque minute, alimenté par l'enthousiasme partagé et l'harmonie inattendue entre deux personnes qui, jusqu'à quelques heures auparavant, étaient de parfaits inconnus. Nous pourrions l'appeler Maison Marguerite et Élisabeth, suggéra Sophie, émue par l'idée d'honorer l'amitié de leurs grand-mères à travers un projet qui pourrait impacter tant de vies. Mathieu sourit, sincèrement touché par la suggestion. C'est parfait. Un hommage à leur amitié et un symbole de comment les connexions humaines peuvent transcender le temps et créer quelque chose de plus grand. Tandis qu'ils discutaient des détails pratiques, emplacement, financement, structure, organisationnelle, la douleur qui avait conduit Sophie à la plage cet après-midi semblait de plus en plus lointaine, comme si elle appartenait à une autre vie, une autre personne. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait complètement présente, impliquée dans quelque chose qui éveillait sa passion et son but. Pour Mathieu, la sensation était tout aussi transformatrice. Depuis des années, il ne s'était pas senti aussi énergisé, aussi connecté à quelque chose qui transcendait ses objectifs commerciaux. L'idée de la fondation touchait un désir profond qu'il avait gardé depuis sa jeunesse. Créer quelque chose qui honorerait les valeurs de simplicité et de générosité que sa grand-mère lui avait enseignées, des valeurs qui étaient souvent obscurcies par la routine implacable d'un homme d'affaires à succès. Dès demain, je peux commencer à rechercher des propriétés disponibles dans la vieille ville, proposa Sophie, pensant déjà aux prochaines étapes. Je connais quelques maisons abandonnées avec un potentiel incroyable. Une partie de mon travail dans le projet de revitalisation implique de cartographier ces structures. Et je peux commencer à structurer la partie financière et juridique, répondit Mathieu. J'ai des contacts qui peuvent accélérer la création de la fondation et je peux allouer une partie des bénéfices du palmier royal comme investissement initial. Le temps passait inaperçu tandis qu'ils planifiaient. Le restaurant était presque vide quand ils remarquèrent finalement qu'ils étaient les derniers clients. Mathieu paya l'addition, malgré les protestations de Sophie, argumentant qu'elle avait trouvé son amulette, ce qui n'avait pas de prix. En sortant, la nuit était douce avec une légère brise venant de la mer. Mathieu proposa d'accompagner Sophie jusqu'à sa voiture, garée près de la section de plage où ils s'étaient rencontrés. « Vous savez, c'est étrange », commenta-t-elle, tandis qu'ils marchaient côte à côte sur le sable, sous le ciel encore, étoilé. « Je suis venu ici dévasté, sentant que ma vie s'effondrait, et quelques heures plus tard, je planifie une fondation avec un homme que je viens de rencontrer. » Mathieu rit doucement. « La vie a de ses retournements, n'est-ce pas? Ce matin, j'étais juste un homme d'affaires ennuyé, avec un agenda rempli de réunions. Maintenant, je suis cofondateur d'un projet social avec une architecte talentueuse qui a trouvé mon amulette perdue. » Ils arrivèrent au parking presque désert, où seules quelques voitures restaient. Sophie s'arrêta à côté d'une Renault, capture blanche, un cadeau qu'elle s'était fait en déménageant à Nice, symbole de sa nouvelle vie. « Comment allons-nous procéder à partir de demain ?» demanda-t-elle, soudainement consciente que la magie de cette nuit pourrait se dissiper avec la lumière du jour, laissant place aux doutes et aux hésitations. Mathieu perçut son appréhension et sourit de façon rassurante. « Que diriez-vous »
de nous retrouver pour un petit déjeuner au Palmier Royal. Je peux vous montrer l'hôtel, vous pouvez me donner votre avis professionnel. Et ensuite, nous commencerons à travailler sur les détails de la fondation. Je promets que je ne vais pas disparaître pendant la nuit. Sophie lui rendit son sourire, sentant une confiance qui la surprenait elle-même. D'accord. 9 heures, ça vous convient? Parfait, acquiesça-t-il, échangeant leur numéro de téléphone. Il y eut un moment d'hésitation lorsqu'ils se dirent au revoir, cet instant d'incertitude sur la façon de clore une rencontre si intense et inattendue. Finalement, Mathieu tendit la main que Sophie serra fermement, tous deux sentant que ce simple geste scellait un accord bien plus grand que n'importe quel contrat formel. « À demain, Sophie, » dit-il, l'observant monter dans sa voiture. « À demain, Mathieu, » répondit-elle, avec une sensation d'attente qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. En conduisant vers chez elle, Sophie se demandait si elle n'était pas impulsive, si l'émotion du moment n'obscurcissait pas son jugement. Cependant, quelque chose en elle insistait que cette rencontre n'avait pas été une simple coïncidence, qu'il y avait un but plus grand derrière tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Le lendemain, ponctuellement à 9 heures, Sophie gara sa voiture à l'entrée imposante du Palmier Royal. Le bâtiment était encore plus impressionnant en personne que sur les photos qu'elle avait vues dans les magazines d'architecture. La façade combinait des éléments contemporains avec des références subtiles à l'architecture coloniale méditerranéenne, créant une harmonie surprenante entre tradition et modernité. Dans le hall, elle fut accueillie par une jeune réceptionniste qui l'informa que M. Dupont l'attendait dans le restaurant principal. Suivant les indications, Sophie traversa un jardin intérieur luxuriant, où la végétation méditerranéenne créait des microclimats rafraîchissants au milieu de la chaleur tropicale de Nice. Mathieu était déjà assis à une table près d'une fenêtre panoramique avec vue sur la mer. En la voyant, il se leva avec un sourire chaleureux qui dissipa toute crainte qu'elle aurait pu avoir sur la réalité de ce qu'ils avaient planifié la nuit précédente. « Bonjour », la salua-t-il, tirant la chaise pour elle. « J'espère que vous avez pu vous reposer malgré notre conversation qui a duré si tard. »« En fait, j'ai mis du temps à m'endormir, » confessa Sophie, s'asseyant. « Mon esprit était en ébullition, pensant à toutes les possibilités pour la fondation. » Le petit déjeuner fut servi tandis qu'ils discutaient des premiers pas concrets pour le projet. Mathieu avait préparé une ébauche initiale des statuts de la fondation et une estimation de budget qui démontrait son engagement. Sophie, quant à elle, avait apporté quelques notes sur les propriétés possibles dans la vieille ville qui pourraient servir de siège. Après le repas, Mathieu l'invita à faire un tour de l'hôtel, fier de montrer les solutions durables mises en œuvre, depuis le système de collecte d'eau de pluie jusqu'aux panneaux solaires, qui fournissait une partie significative de l'énergie utilisée. « C'est impressionnant comme vous avez réussi à intégrer la technologie de pointe avec des techniques traditionnelles, » commenta Sophie, admirant le système de ventilation naturelle qui réduisait drastiquement l'utilisation de la climatisation dans les espaces communs. Ce fut un défi de convaincre les investisseurs que la durabilité n'est pas seulement une question éthique, mais aussi économique à long terme, expliqua Mathieu, tandis qu'il la guidait à travers les jardins surélevés qui servaient d'isolation thermique naturelle. Mais les résultats apparaissent déjà, tant dans la réduction des coûts opérationnels que dans les retours des clients. Après la visite, ils se dirigèrent vers le bureau personnel de Mathieu au dernier étage, une salle spacieuse avec des murs de verre offrant une vue panoramique sur la ville. Là, sur une table de réunion en bois de reboisement, ils commencèrent à définir les détails les plus concrets de la fondation. « J'ai apporté quelques photos des maisons que j'ai mentionnées, » dit Sophie, ouvrant son ordinateur portable et montrant des images de bâtiments historiques dans divers états de conservation. Celle-ci, sur la rue des Glycines, a un potentiel incroyable. C'était une ancienne résidence d'un commerçant de coton du XIXe siècle. Elle est abandonnée depuis des décennies, mais la structure principale est étonnamment bien préservée. Mathieu examina les photos avec intérêt, posant des questions pertinentes sur le coût de restauration, les limitations légales en raison du statut de patrimoine historique et le délai estimé pour l'achèvement des travaux. À chaque réponse de Sophie, il devenait plus évident que tous deux partageaient non seulement l'enthousiasme, mais aussi une approche pratique
et réaliste du projet. « Pouvons-nous programmer une visite de la propriété cette semaine encore ?» demanda-t-il, prenant déjà des notes dans son agenda numérique. « Bien sûr, » répondit Sophie, se sentant de plus en plus confiante dans le partenariat qui naissait. « J'ai des contacts à la direction du patrimoine historique qui peuvent te faciliter le processus si nous décidons de suivre avec cette propriété. » 3 mois s'écoulèrent depuis cette rencontre sur la plage qui changea le cours de 2 vies jusqu'alors. Déconnectée, la maison de la rue des Glycines, après des négociations minutieuses avec la mairie et les organismes de préservation du patrimoine, avait finalement été acquise par la récemment créée Fondation Marguerite et Élisabeth. L'ancienne résidence du XIXe siècle, avec ses murs épais de pierre et de chaux, ses planchers de bois noble et ses fenêtres en arc, prenait une nouvelle vie sous la supervision méticuleuse de Sophie. Ce jeudi matin, la maison bourdonnait d'activité. Des ouvriers restauraient soigneusement les détails originaux de la façade carrelée, tandis qu'à l'intérieur, ingénieurs et architectes de l'équipe de Sophie discutaient des adaptations structurelles qui permettraient de transformer les anciens salons en espaces multifonctionnels, sans compromettre l'intégrité historique du bâtiment. Sophie marchait dans la cour intérieure, où un jardin abandonné commençait à être récupéré, quand son téléphone sonna. C'était Mathieu, sa voix transmettant l'urgence qui était devenue caractéristique ces dernières semaines. « Je suis coincé dans une vidéoconférence avec des investisseurs de Dubaï, » expliqua-t-il, le bruit de papier qu'on remue audible en arrière-plan. « Je ne pourrai pas arriver à temps pour la réunion avec le directeur de la culture. Pouvez-vous la conduire seule ?» Sophie soupira, ressentant un léger malaise qu'elle tenta de dissimuler. C'était la 3e réunion importante que Mathieu, ça manquait ce mois-ci. « Bien sûr, ne vous inquiétez pas, j'ai tous les documents préparés. »« Vous êtes incroyable, vous savez, » répondit-il sincèrement reconnaissant. « Je promets de compenser. Que diriez-vous d'un dîner ce week-end pour discuter des prochaines étapes ?» Après avoir raccroché, Sophie rangea son téléphone et s'accorda un moment de réflexion. Les derniers mois avaient été des montagnes russes d'émotions et de défis. Ce qui avait commencé comme une connexion presque magique sur la plage faisait maintenant face aux complexités du monde réel, aux demandes contradictoires de leurs carrières respectives et aux inévitables différences d'approche qui surgissaient au quotidien. Mathieu était visionnaire et audacieux, pensant toujours à l'expansion et à la visibilité. Sophie, quant à elle, se préoccupait de la solidité des bases, de la qualité de la formation qu'ils offriraient, de l'impact réel sur la vie des personnes qu'ils serviraient. Ces différences, initialement complémentaires, commençaient à générer de petites frictions qui, bien qu'elles n'explosaient jamais en conflits ouverts, laissaient une trace de tension non résolue. La réunion avec le directeur de la culture se déroula sans problème. Sophie présenta le projet pédagogique de la Fondation, détaillant comment les ateliers de formation seraient structurés et comment ils s'intégreraient au circuit culturel de la ville. Le directeur se montra enthousiaste, promettant un soutien institutionnel et l'inclusion de la Fondation dans les circuits culturels officiels de Nice. En quittant la mairie, Sophie décida de repasser par la maison avant de retourner à son appartement. Le soleil commençait à se coucher, baignant la façade historique d'une lumière dorée qui mettait en valeur les carreaux de faïence récemment restaurés. Elle monta jusqu'à la terrasse qui offrait une vue privilégiée sur la vieille, Villers au loin sur la mer qui avait été témoin du début de ce voyage. Son téléphone vibra. Un message de Claire, sa meilleure amie à Paris, demandant comment se passait le partenariat avec le beau millionnaire. Sophie sourit, tapant une réponse évasive. Elle n'avait raconté à personne le dîner aux chandelles qu'elle et Mathieu avaient partagé 2 semaines auparavant, ni le baiser hésitant échangé sous les étoiles sur la terrasse du Palmier Royal. Elle craignait de nommer ce qui grandissait entre eux, comme si donner un nom à ses sentiments pouvait les rendre plus vulnérables aux complications du monde. Réel. Le lendemain, Mathieu surprit Sophie en apparaissant à la maison tôt le matin, apportant café et pain au chocolat d'une boulangerie traditionnelle du quartier. Il la trouva dans ce qui serait la salle principale d'atelier, discutant avec un maître menuisier sur la restauration des boiseries d'origine. « Une offre de paix pour mon absence », dit-il, levant le sac en papier avec le logo de la boulangerie, dès que le menuisier s'éloigna. Sophie ne put contenir un sourire. « J'accepte votre offre, mais sachez que le directeur a été déçu par votre absence. »
Je compenserai lors de l'événement de lancement, promit Mathieu, tandis qu'il s'asseyait sur un banc improvisé près d'une fenêtre qui encadrait la mer au loin. J'ai quelques nouvelles qui vont vous enthousiasmer. Tout en savourant le café, Mathieu partagea qu'il avait obtenu des partenariats avec 3 grandes entreprises locales qui s'étaient engagées à offrir des stages rémunérés aux futurs élèves de la Fondation. De plus, une célèbre designer de mode parisienne, amie de longue date, avait accepté d'animer un atelier inaugural lorsque les installations seraient prêtes. « C'est merveilleux, Mathieu », reconnut Sophie, sincèrement enthousiasmée par les nouvelles. « Ces partenariats sont exactement ce dont nous avons besoin pour garantir que la formation se traduise en opportunités réelles. Et vous, comment se passe la sélection des professeurs pour les ateliers permanents ?» demanda-t-il, observant attentivement les détails du travail de restauration autour. Sophie expliqua qu'elle privilégiait les artisans et professionnels locaux, des personnes qui maîtrisaient les techniques traditionnelles méditerranéennes et qui pouvaient transmettre non seulement des compétences techniques, mais aussi la valeur culturelle de ces savoirs. « J'interviewe une dentelière incroyable de Grasse la semaine prochaine », raconta-t-elle enthousiaste. Madame Solange, 78 ans, considérée comme un patrimoine vivant de la dentelle de Grasse. Elle n'a jamais donné de cours formels, mais a accepté de partager son savoir ici. Mathieu écouta avec intérêt, mais Sophie remarqua un léger froncement, de sourcils qu'elle connaissait bien. « Un problème » demanda-t-elle directement. « Pas exactement un problème », répondit-il, choisissant ses mots avec soin. « Je me demande simplement si nous ne devrions pas équilibrer ces techniques traditionnelles avec des approches plus contemporaines. Peut-être des artistes qui travaillent avec le design numérique, la mode durable, des choses qui élargiraient l'horizon des possibilités professionnelles des élèves. » C'était une suggestion raisonnable. Sophie le reconnaissait. Mais quelque chose dans la façon dont Mathieu l'avait présenté, comme si les techniques traditionnelles étaient insuffisantes en soi, touchait un point sensible. L'artisanat traditionnel n'est pas seulement du folklore, Mathieu, répondit-elle un peu plus défensivement qu'elle ne l'aurait voulu. C'est un savoir vivant, avec une valeur culturelle et commerciale. La dentelle de Madame Solange est exportée vers des maisons de haute couture à Paris. Mathieu leva les mains en signe de reddition. Je sais, je ne dénigre pas le traditionnel, je suggère simplement que nous pouvons avoir les deux. Après tout, notre objectif est de créer des opportunités larges, n'est-ce pas, la paix? Tension momentanée se dissipa lorsqu'ils furent interrompus par l'ingénieur responsable qui devait discuter urgemment d'une question structurelle découverte pendant la restauration. Le reste de la matinée fut consacré à des décisions techniques et logistiques, et quand ils se séparèrent au début de l'après-midi, tant le désaccord que le moment d'intimité partagé autour du café et des pains au chocolat avaient été temporairement oubliés. Dans les semaines qui suivirent, le rythme des travaux s'intensifia. La date d'inauguration, initialement prévue pour 6 mois plus tard, fut avancée à l'insistance de Mathieu, qui argumenta que coïncider avec le Festival des Arts de Nice apporterait une visibilité instantanée à la Fondation. Sophie céda, bien que préoccupée par la pression supplémentaire que l'anticipation mettrait sur tous. Ce fut pendant une nuit particulièrement stressante, alors que Sophie restait tard à la maison pour réviser les projets électriques avec l'équipe, que Florence, la réceptionniste du Palmier Royal, apparut de façon inattendue. « Mademoiselle Lefebvre » appela-t-elle timidement depuis la porte du bureau improvisé. « Excusez l'intrusion, mais Monsieur Dupont m'a demandé de vous remettre ceci personnellement. » Elle tendit une enveloppe scellée avec l'emblème du Palmier Royal. À l'intérieur, Sophie trouva une carte écrite à la main par Mathieu. « Je sais que nous sommes tous les deux surchargés, mais nous ne devons pas oublier pourquoi nous avons commencé ce voyage. Dîner à 20h sur la terrasse du Palmier Royal. Habillez-vous comme si vous rencontriez un étranger intéressant sur une plage déserte. Même. » Un sourire involontaire se forma sur ses lèvres. Malgré tous les défis et petits désaccords, Mathieu avait le don de lui rappeler la magie qui les avait unis. Ce soir-là, la terrasse du Palmier Royal avait été transformée en une oasis privée. Des lanternes marocaines éclairaient doucement l'espace et une table pour deux était positionnée de façon à offrir une vue privilégiée sur la mer. Mathieu l'attendait, élégant dans un costume clair qui contrastait avec sa peau bronzée, une image qui fit accélérer le cœur de Sophie d'une façon qu'elle n'était pas prête à admettre. « Vous êtes éblouissante, » dit-il,
s'approchant pour l'embrasser sur la joue. Sophie avait choisi une robe simple en lin bleu marine, qui mettait en valeur ses yeux et complétait les tons dorés de sa peau et de ses cheveux. « Vous n'êtes pas mal non plus pour un étranger intéressant sur une plage déserte », plaisanta-t-elle, faisant référence au message de la carte. Le dîner fut servi par un seul serveur qui apparaissait discrètement uniquement lorsque nécessaire. Le repas, préparé spécialement par le chef de l'hôtel, présentait une réinterprétation sophistiquée de plats traditionnels méditerranéens. La conversation coulait naturellement, délibérément éloignée des sujets de la fondation, se concentrant sur des histoires personnelles, des souvenirs d'enfance, d'anciens rêves. « Savez-vous ce qui m'a le plus impressionné chez vous, cette nuit-là sur la plage ?» demanda Mathieu, tandis qu'il savourait un dessert à base de fruits rouges et de crème d'amande. Sophie haussa un sourcil curieuse. « Ma capacité à pleurer élégamment en public ?» Mathieu rit. Mais bientôt, son visage prit une expression plus sérieuse. « Votre vulnérabilité honnête. Vous n'avez pas essayé de cacher votre douleur ni d'en avoir honte. Il y a une force en cela qui m'a profondément touché. » Les paroles de Mathieu flottaient dans l'air nocturne, créant un moment d'intimité que Sophie n'attendait pas. La terrasse, malgré sa taille, semblait soudain trop petite pour contenir l'intensité de ce qui grandissait entre eux. Elle baissa les yeux vers le dessert partiellement consommé, cherchant des mots qui puissent exprimer le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. « C'est drôle, » dit-elle finalement, levant les yeux pour rencontrer le regard attentif de Mathieu. « Cette nuit-là, je me sentais complètement fragmenté, comme si toutes les parties qui me composent s'étaient déconnectées. Et d'une certaine manière, parler avec vous, un parfait inconnu, a commencé à les réunir à nouveau. » Mathieu tendit la main sur la table, touchant doucement ses doigts. « Peut-être avions-nous besoin l'un de l'autre à ce moment précis. Vous pour vous reconnecter avec vous-même, moi pour me rappeler ce qui compte vraiment au-delà des affaires. » Et du succès. La proximité physique intensifia l'électricité entre eux. Sophie sentait son cœur s'accélérer, partagé entre le désir de s'abandonner à ce moment et la peur des complications qui pourraient survenir. La fondation ne faisait que commencer, et mêler sentiments personnels et responsabilités professionnelles lui avait toujours semblé une recette pour le désastre d'après son expérience. « Mathieu, nous devrions parler de... » commença-t-elle, mais fut interrompue par la sonnerie insistante du téléphone portable de Mathieu. Avec un regard d'excuse, Mathieu vérifia l'écran. « C'est le directeur de l'hôtel en Corse », expliqua-t-il, visiblement contrarié par l'interruption. « Nous sommes au milieu d'une rénovation compliquée là-bas, et il n'appellerait à cette heure que s'il s'agissait d'une urgence. » Sophie acquiesça, compréhensive, tandis qu'il s'éloignait pour répondre à l'appel. Elle l'observa de l'autre côté de la terrasse, sa posture changeant subtilement alors qu'il entrait dans le mode professionnel qu'elle commençait à bien connaître. Épaules plus droites, voix plus ferme, gestes précis pendant qu'il expliquait quelque chose à son interlocuteur. C'était comme observer deux personnes différentes habitant le même corps, le Mathieu sensible et attentionné qu'il avait rencontré sur la plage, et l'homme d'affaires implacable et stratégique qui dirigeait un empire hôtelier. Les deux versions étaient authentiques, elle le savait, mais la transition rapide entre elles la laissait parfois désorientée. Quand il revint à table, son expression avait changé. « Je dois aller en Corse demain matin », annonça-t-il, le regret évident dans sa voix. « Nous avons eu un problème sérieux avec l'entreprise engagée pour la rénovation et je devrais le résoudre personnellement. » « Pour combien de temps ?» demanda Sophie, essayant de ne pas montrer la déception qu'elle ressentait. « 3 jours, peut-être 4, répondit-il, se rasseyant. « Je sais que le timing est terrible, avec la réunion du conseil d'administration de la fondation prévue, pour vendredi. Nous pouvons la reporter, proposa-t-elle, bien qu'elle sût qu'il serait difficile de concilier à nouveau les agendas de tous les impliqués. Mathieu passa la main dans ses cheveux, un geste que Sophie avait déjà identifié, comme signe de son conflit intérieur. Non, la réunion doit avoir lieu. Les documents pour les partenariats gouvernementaux doivent être approuvés encore ce mois-ci. Un silence inconfortable s'établit entre eux, le moment d'intimité précédent complètement dissipé. Sophie prit une gorgée de vin, pensive. « Vous pouvez conduire la réunion, suggéra finalement Mathieu. Personne ne connaît le projet aussi bien que vous. » Sophie sentit une pointe d'irritation qu'elle tenta de contenir.
Je peux la conduire, bien sûr, mais il serait important que vous soyez présent, Mathieu. Nous prenons des décisions fondamentales sur l'orientation pédagogique de la Fondation. Je sais, acquiesça-t-il, le ton légèrement défensif, mais j'ai totalement confiance en votre jugement, et nous pouvons faire une visioconférence si c'est absolument nécessaire. Le reste de la soirée se déroula dans une tentative des deux de récupérer la légèreté précédente, mais quelque chose avait changé. Quand ils se séparèrent dans le hall de l'hôtel, le baiser qu'ils échangèrent portait autant de promesses que d'incertitudes. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec un message de Mathieu, l'informant qu'il était déjà en route vers l'aéroport et qu'il la contacterait dès son arrivée en Corse. Joint au message, un document détaillé avec ses considérations pour la réunion du Conseil, pragmatique, efficace, mais sans la chaleur des conversations qu'ils avaient l'habitude d'avoir sur l'avenir de la Fondation. Les 3 jours suivants furent un tourbillon d'activités. Sophie se plongea dans le travail, supervisant les travaux de la maison, interviewant des professeurs potentiels pour les ateliers et finalisant la présentation pour la réunion du Conseil. Le soir, elle échangeait de brefs messages avec Mathieu, mises à jour professionnelles entremêlées de commentaires personnels qui semblaient de plus en plus soigneusement calculés, comme si tous deux testaient la solidité du terrain sous leurs pieds. Le jeudi, veille de la réunion, Sophie reçut un appel inattendu de Camille Laurent, journaliste du principal magazine d'architecture du pays. « J'ai entendu parler du projet de la Fondation Marguerite et Élisabeth et j'adorerais faire un article spécial », expliqua Camille. Surtout avec l'implication de 2 noms aussi pertinents dans leur domaine. L'histoire derrière la création est également fascinante. 2 grands-mères amies d'enfance, une rencontre fortuite sur la plage, le médaillon perdu. C'est presque cinématographique. Sophie sentit son estomac se nouer. « Comment avez-vous su tous ces détails ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix calme. « Mathieu Dupont a accordé une interview préliminaire par téléphone hier », répondit la journaliste, surprise par la question. « Il ne vous en a pas parlé ? Il a mentionné qu'il pourrait compléter les informations aujourd'hui avec une conversation avec vous deux. Mais comme je n'ai pas réussi à le contacter, j'ai décidé de vous parler directement. » Un silence pesant s'établit sur la ligne, tandis que Sophie assimilait l'information. Mathieu avait partagé leur histoire personnelle, leur histoire à eux, avec la presse sans même le lui mentionner. « Sophie, vous êtes toujours là ?» demanda Camille, préoccupée par l'absence de réponse. « Oui, excusez-moi, » répondit-elle, reprenant contenance. « Nous sommes au milieu des préparatifs pour l'inauguration et les communications sont un peu désynchronisées. Puis-je vous rappeler demain pour planifier cette conversation ?» Après avoir raccroché, Sophie resta immobile dans son bureau improvisé dans la maison, essayant de contrôler la vague d'indignation qui montait en elle. Ce n'était pas seulement l'invasion de la vie privée qui la dérangeait, mais ce que cela représentait. Mathieu prenant des décisions unilatérales sur quelque chose qui appartenait aux deux, traitant leur histoire comme du matériel de marketing. Quand son téléphone vibra avec un message de lui, l'informant qu'il rentrait à Nice ce soir-là, Sophie répondit simplement « Nous devons parler, je serai à la maison jusqu'à tard. » La pluie commença à tomber doucement quand la nuit approchait, comme si le ciel reflétait la tempête émotionnelle qui se formait. Sophie congédia l'équipe plus tôt, restant seule dans le bureau, organisant des documents pour la réunion, du lendemain tout en attendant l'arrivée de Mathieu. Il apparut peu après 21 heures, les cheveux humides de la pluie qui tombait maintenant plus fort, le visage marqué par la fatigue du voyage précipité. « Vous semblez épuisé », commenta-t-il, s'approchant pour l'embrasser, mais Sophie recula subtilement. « Pourquoi avez-vous donné une interview sur nous, sur l'histoire de nos grands-mères, sans me consulter ?» demanda-t-elle directement, sans détour. Mathieu cligna des yeux, momentanément déconcerté par l'approche directe. « Camille m'a contacté au sujet de la Fondation. C'était une opportunité de visibilité que nous ne pouvions pas manquer. L'article circulera nationalement, Sophie. » « Je ne remets pas en question l'article en soi, » clarifia-t-elle. Maintenant, sa voix contrôlée. « Je remets en question le fait que vous ayez partagé des détails intimes de notre histoire personnelle, sans même m'avertir. »« J'allais vous le dire, » se défendit-il. « Mais entre les problèmes en Corse et la préparation pour la réunion de demain, je n'ai finalement pas eu l'occasion.
De plus, j'ai pensé que vous seriez heureuse de l'exposition positive pour la Fondation. Sophie respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. Mathieu, vous ne voyez pas. Ce n'est pas à propos de l'exposition de la Fondation. C'est à propos de vous prenant des décisions qui nous affectent, sans m'inclure dans le processus. C'est à propos de transformer quelque chose de personnel et significatif en une stratégie de marketing. Le visage de Mathieu se durcit. Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai partagé une belle histoire qui illustre parfaitement l'esprit de la Fondation. Et oui, cela aide à la visibilité, mais quel est le problème? N'est-ce pas l'objectif? Obtenir du soutien, de la reconnaissance. Le problème est que vous ne différenciez pas vie personnelle et stratégie d'affaires, s'exclama Sophie, la frustration finalement vainquant son autocontrôle. Cette nuit sur la plage, le médaillon, les histoires de nos grands-mères, tout cela est trop significatif pour être réduit à un cas intéressant pour un magazine. La pluie s'intensifia dehors, le son des gouttes pesantes contre les fenêtres centenaires formant une bande sonore dramatique pour la confrontation qui se déroulait. « Vous êtes injuste », rétorqua Mathieu, le ton défensif. « Tout ce que j'ai fait est de travailler pour le succès de la Fondation, pour qu'elle ait l'impact dont nous avons rêvé ensemble. Cela signifie recueillir des fonds, générer de la visibilité, créer des réseaux de soutien. Et tout cela est important, » reconnut Sophie, mais pas au prix de bousculer le processus de prendre des décisions unilatérales. Cette fondation est née d'une connexion spéciale, Mathieu. Si nous la transformons en juste une entreprise de plus, que nous restera-t-il? Un silence tendu s'établit entre eux, rempli seulement par le tambourinement de la pluie. Mathieu marcha jusqu'à la fenêtre, observant la nuit pluvieuse pendant quelques instants avant de se tourner vers Sophie. « Vous pensez que je traite la Fondation comme juste une entreprise de plus ?» demanda-t-il, la blessure évidente dans sa voix. « Après tout ce que j'ai investi dans cela, pas seulement de l'argent, mais du temps, de l'énergie, des contacts personnels, ce n'est pas ce que je dis, » répondit Sophie, sentant que la conversation suivait des chemins de plus en plus éloignés de la compréhension mutuelle. « Je dis que nous avons des visions différentes sur la façon de conduire les choses, et nous devons trouver un équilibre au lieu que l'un impose simplement son approche à l'autre. Mon approche, comme vous le dites, a construit un réseau d'hôtels reconnu internationalement, rétorqua-t-il, la défensive augmentant. Je sais comment faire advenir les choses, Sophie. Je sais comment transformer des idées en réalités, concrètes. Et je sais comment construire des fondations solides pour que ces réalités ne s'effondrent pas au premier vent fort, répondit-elle, tout aussi ferme. Je ne remets pas en question votre compétence, Mathieu. Je demande le respect du processus que nous avons construit ensemble. La tension dans l'air était presque palpable, amplifiée par le son de la pluie qui martelait impitoyablement le toit centenaire de la maison. Sophie et Mathieu se regardaient en silence, tous deux conscients qu'ils étaient arrivés à une impasse qui révélait bien plus qu'un simple désaccord sur une interview. C'était le choc de deux visions du monde, deux façons distinctes de voir non seulement la Fondation mais la vie elle-même. « Peut-être avons-nous besoin d'un temps de réflexion », suggéra finalement Sophie, sa voix plus douce, mais non moins déterminée, pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment de la Fondation, et l'un de l'autre. L'expression de Mathieu oscilla entre surprise et peine. « Vous suggérez que nous nous éloignions l'un de l'autre. Maintenant, alors que nous sommes sur le point d'inaugurer le projet que nous avons construit ensemble, je ne parle pas d'abandonner la Fondation, » clarifia-t-elle, passant la main dans ses cheveux avec un soupir fatigué. « Je parle de faire un pas en arrière dans l'aspect personnel de notre relation, pour que nous puissions évaluer avec clarté si le chemin professionnel que nous suivons ensemble est vraiment viable. » Un silence pesant s'installa entre eux. Dehors, un coup de tonnerre retentit, comme une ponctuation dramatique pour ce moment. « Je n'aurais jamais pensé qu'un jour viendrait où vous verriez tout ce que nous avons construit simplement comme un aspect professionnel, » dit finalement. Mathieu, la voix basse et contrôlée, mais avec une note d'amertume qui n'échappa pas à Sophie. « Ne déformez pas mes paroles, » répondit-elle, l'épuisement évident dans chaque syllabe. « Vous savez très bien ce que je ressens pour vous, Mathieu. Mais je sais aussi que les relations, personnelles ou professionnelles, ont besoin de fondements solides pour prospérer. Confiance, communication, respect mutuel. Et en ce moment, j'ai l'impression que nous construisons sur des sables mouvants. » Mathieu recula de quelques pas, comme si les paroles de Sophie avaient un poids physique.
Je comprends, dit-il, avec une formalité qui serra le cœur de Sophie. Si c'est ce que vous voulez, je respecterai votre décision. Je resterai engagé envers la Fondation, mais je vous donnerai l'espace que vous demandez. Sans attendre de réponse, il se dirigea vers la porte, s'arrêtant seulement un instant avant de sortir. « La réunion de demain est maintenue ?»« Oui, » confirma Sophie, luttant pour maintenir sa contenance. « À 10 heures, comme prévu. » Il acquiesça brièvement et sortit, laissant Sophie seule avec le bruit de la pluie et le poids d'une décision, qui, bien que nécessaire, faisait plus mal qu'elle ne l'avait anticipé. Dans les semaines qui suivirent, Sophie et Mathieu maintinrent une relation strictement professionnelle. Les réunions de la Fondation devinrent des exercices de cordialité formelle, avec des communications précises et efficaces, mais dépourvues de la chaleur et de la complicité qui les caractérisaient auparavant. Pour un observateur extérieur, ils n'étaient que deux professionnels compétents travaillant sur un projet ambitieux. Pour ceux qui les connaissaient mieux, comme Émilie, l'assistante administrative de la Fondation, il était évident que quelque chose s'était brisé entre eux. L'inauguration de la Fondation Marguerite et Élisabeth fut fixée à un dimanche, ensoleillé d'octobre, coïncidant avec le Festival des Arts de Nice, comme Mathieu l'avait suggéré des mois auparavant. La maison restaurée était un spectacle à part entière. La façade de carreaux de faïence brillait sous le soleil méditerranéen, tandis que l'intérieur avait été transformé en un espace qui harmonisait parfaitement l'architecture historique avec les besoins d'un centre de formation moderne. Le matin de l'inauguration, Sophie arriva tôt, voulant quelques moments de tranquillité avant que le tourbillon d'activité ne commence. Elle parcourut seule les espaces qu'elle avait conçus avec tant de soin. Les salles de classe, avec de larges fenêtres qui permettaient l'entrée généreuse de lumière naturelle, l'atelier de couture équipé de machines de dernière génération, le laboratoire de design graphique, avec des ordinateurs de pointe, le studio de céramique avec des fours spéciaux, et son espace préféré, le jardin intérieur où des arbres fruitiers méditerranéens créaient une oasis d'ombre et de fraîcheur. Dans chaque détail, elle voyait tant son travail que l'influence. De Mathieu, sa vision architecturale alliée au pragmatisme entrepreneurial de Mathieu, son respect des traditions locales combiné avec la perspective globale qu'il apportait. Malgré les conflits, ils avaient créé ensemble quelque chose de vraiment spécial, quelque chose qui les transcendait tous les deux et qui avait le potentiel de transformer d'innombrables vies. Lorsqu'elle se dirigea vers son bureau pour réviser une dernière fois son discours d'inauguration, elle trouva sur la table un petit paquet enveloppé dans du papier simple, accompagné d'une carte. Elle reconnut immédiatement l'écriture de Mathieu. « Pour vous rappeler d'où tout a commencé, quoi qu'il arrive, je croirai toujours au pouvoir des connexions inattendues. M. » Les mains légèrement tremblantes, Sophie ouvrit le paquet, révélant une délicate boîte en bois sculpté. À l'intérieur reposait une réplique du médaillon qu'elle avait trouvé dans le sable cette nuit fatidique, mais avec une différence significative. Incrustées dans le métal doré se trouvaient deux petites pierres, une turquoise et un quartz rose, les pierres préférées de Marguerite et Élisabeth, selon les histoires qu'ils avaient partagées. Un nœud se forma dans sa gorge, tandis qu'elle refermait ses doigts autour du médaillon, sentant son poids solide et réconfortant. Le geste de Mathieu la toucha profondément, non seulement par la délicatesse du souvenir, mais par ce qu'il symbolisait, une reconnaissance que, malgré les différences et les chemins séparés qu'ils empruntèrent maintenant, ce qu'ils avaient construit ensemble avait une valeur et une signification durables. La cérémonie d'inauguration fut un succès retentissant. La cour centrale de la maison, décorée avec des arrangements de fleurs méditerranéennes et illuminée par des centaines de petites lampes, accueillit des autorités locales, des entrepreneurs, des artistes, des éducateurs et, plus important, encore des représentants des communautés qui bénéficieraient des programmes de la Fondation. Dans son discours, Sophie parla avec passion de la mission de la Fondation, être un pont entre savoir traditionnel et opportunités contemporaines, valoriser le patrimoine culturel méditerranéen tout en ouvrant des portes vers l'avenir. Elle remercia tous ceux qui avaient rendu le projet possible, réservant un remerciement spécial à Mathieu, reconnaissant sa vision et son engagement. Quand vint le tour de Mathieu de parler, il surprit tout le monde, particulièrement Sophie, en s'écartant du discours formel qu'il avait préparé.
Au lieu de Tilsendetsan, cela il raconta l'histoire de sa grand-mère Élisabeth, une femme simple de l'intérieur de la Provence, qui, malgré les limitations de son époque, avait compris le pouvoir transformateur du savoir partagé. Ma grand-mère n'a pas eu accès à l'éducation formelle au-delà des premières lettres, révéla-t-il, l'émotion transparaissant dans sa voix habituellement contrôlée, mais dans sa cuisine simple, elle enseignait aux femmes du voisinage non seulement des recettes et des broderies, mais la dignité et l'indépendance. Elle comprenait, instinctivement, ce que nous formalisons maintenant dans cette fondation, que la connaissance n'a de réelle valeur que lorsqu'elle libère, quand elle ouvre des portes, quand elle crée des possibilités. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sophie dans la foule, une communication silencieuse, passant entre eux avant qu'ils ne continuent. Cette fondation n'existerait pas sans la vision et le cœur de Sophie Lefebvre, qui m'a appris que construire n'est pas seulement ériger des murs, mais créer des espaces où les gens peuvent s'épanouir, où le passé et l'avenir peuvent dialoguer, où les rêves individuels se transforment en réalité collective. Après les discours, tandis que les invités circulaient dans la maison, admirant les installations et savourant le cocktail préparé par un chef local qui n'utilisait que des ingrédients de l'agriculture familiale de la région, Sophie et Mathieu se rencontrèrent brièvement dans un coin tranquille du jardin. « Merci pour le médaillon », dit-elle, montrant qu'elle le portait sur une chaîne délicate autour du cou. « C'est un cadeau très spécial. Je l'ai fait faire quand nous étions encore, quand les choses étaient différentes entre nous, expliqua-t-il, la vulnérabilité rarement vue dans ses yeux. Mais j'ai réalisé qu'il restait approprié, peut-être même plus maintenant. Un silence chargé de mots non dits s'établit entre eux, interrompu seulement quand Émilie s'approcha pour les informer que le maire souhaitait s'entretenir avec eux au sujet d'une possible extension du projet à d'autres quartiers de la ville. Dans les mois qui suivirent l'inauguration, Sophie et Mathieu maintinrent leur distance personnelle tout en continuant à collaborer professionnellement. La fondation prospérait, ses premières promotions d'élèves apportant vie et objectif à la maison historique, et les résultats initiaux dépassant même les attentes les plus optimistes. Ce fut pendant cette période d'éloignement que Sophie commença à percevoir des changements subtils en elle-même. Loin de l'intensité de la connexion avec Mathieu, elle trouva de l'espace pour confronter des parties de sa propre histoire qu'elle avait négligées. Le perfectionnisme qui l'empêchait de déléguer, la peur de l'abandon qui la conduisait à maintenir un contrôle rigide sur tout autour d'elle, la difficulté de faire pleinement confiance après la trahison d'Antoine. Ces séances de thérapie, qu'elle avait reprises après la séparation, devinrent un espace de découverte de soi et de croissance. Elle commença à pratiquer le yoga les dimanches matins, trouvant dans la discipline physique une façon d'apaiser son esprit toujours en ébullition. Elle se rapprocha davantage de son équipe à la Fondation, se permettant d'être plus vulnérable et authentique dans ses interactions professionnelles. Mathieu, de son côté, s'embarqua dans son propre voyage de transformation. Il réduisit drastiquement son agenda de voyage d'affaires, déléguant plus de responsabilités à ses directeurs. Il s'inscrivit à un cours d'histoire de l'art, un intérêt ancien pour lequel il n'avait jamais trouvé le temps. Et, à la surprise de beaucoup dans son cercle d'affaires, il commença à consacrer un jour par semaine à enseigner l'entrepreneuriat aux élèves les plus avancés de la Fondation, partageant non seulement des connaissances techniques, mais aussi des leçons personnelles sur les erreurs et les apprentissages. 6 mois après l'inauguration de la Fondation, la maison historique de la rue des Glycines pulsait de vie et de détermination. Ce qui avait commencé comme un rêve, partagé entre 2 étrangers sur une plage, s'était matérialisé en un centre vibrant d'apprentissage, de créativité et de transformation sociale. Plus de 200 élèves, provenant des quartiers périphériques de Nice et des villes voisines, fréquentaient quotidiennement les ateliers d'artisanat traditionnel, de design de mode, d'architecture durable et d'entrepreneuriat créatif. Par un matin particulièrement chaud d'avril, Sophie était dans son bureau en train de réviser les plans d'expansion pour le semestre prochain quand Émilie entra, agitée. « Sophie, vous devez voir ça !» s'exclama-t-elle, tendant un magazine, encore sous plastique. L'article sur la Fondation est enfin paru dans Architecture contemporaine. Avec un mélange de curiosité et d'appréhension, Sophie prit le magazine. L'article, initialement prévu peu après la conversation avec Camille Laurent,
avait été reporté plusieurs fois en raison de changements éditoriaux. Après tant de reports, Sophie l'avait presque oublié. En ouvrant aux pages indiquées, elle découvrit un reportage photographique éblouissant de la maison restaurée, captant avec sensibilité la fusion entre l'historique et le contemporain qui caractérisait le projet. Le titre, en lettres élégantes sur une photo de la cour intérieure pendant un cours de tissage, disait « Entrelacés passé et futur, la révolution silencieuse de la Fondation Marguerite et Élisabeth ». L'article détaillait l'histoire de la Fondation, depuis sa conception jusqu'aux premiers résultats transformateurs dans la communauté. À la surprise de Sophie, le récit personnel qui l'avait tant dérangé à l'époque de l'interview était présent, mais traité avec une délicatesse et une profondeur qui l'émurent. Camille avait capturé l'essence de la connexion entre les grands-mères, la rencontre sur la plage et le médaillon perdu, non comme une stratégie de marketing, mais comme un symbole puissant de comment le hasard et l'histoire personnelle peuvent s'entrelacer pour créer quelque chose de plus grand que ses protagonistes. Il y avait aussi des interviews séparées avec Sophie et Mathieu, dans lesquelles tous deux parlaient de leur vision pour la Fondation et réfléchissaient aux leçons apprises durant le processus. Celle de Mathieu en particulier attira l'attention de Sophie. Le plus grand défi n'a pas été financier ou logistique, mais d'apprendre à équilibrer vision et patience, ambition et respect du processus. Sophie Lefebvre m'a appris que construire quelque chose de véritablement durable requiert plus que de l'efficacité et des ressources. Cela nécessite de la sensibilité au temps naturel des choses, aux besoins humains derrière les projets, aux histoires qui fondent chaque choix. Ce fut une leçon précieuse non seulement pour la Fondation, mais pour toute mon approche des affaires et de la vie. Les paroles de Mathieu résonnèrent profondément en Sophie. Ces derniers mois, tous deux avaient maintenu une distance respectueuse, interagissant principalement lors de réunions formelles de la Fondation. Toujours cordiaux mais prudents. Lisant maintenant son témoignage, elle réalisait que, comme elle, Mathieu avait utilisé ce temps d'éloignement pour réfléchir et grandir. Cet après-midi-là, Sophie décida de marcher dans la vieille ville après le travail, quelque chose qui était devenu une habitude réconfortante ces derniers mois. Elle aimait observer comment la lumière dorée du soir transformait les façades anciennes, mettant en valeur des détails architecturaux qui passaient inaperçus pendant la journée. C'était son moment pour ralentir, pour se reconnecter avec la ville qu'elle considérait maintenant comme son foyer. Sans s'en rendre compte, ses pas la menèrent jusqu'à la plage de la baie des Anges, au même endroit isolé où, presque un an auparavant, elle avait rencontré Mathieu pour la première fois. La mer était calme cet après-midi-là, des vagues douces embrassant le sable dans un rythme hypnotique. Sophie ôta ses sandales, permettant à ses pieds de s'enfoncer dans le sable encore tiède de la chaleur diurne. C'est alors qu'elle l'aperçut, une silhouette solitaire contre l'horizon orangé. Mathieu marchait pieds nus au bord de l'eau, son pantalon soigneusement retroussé jusqu'aux genoux, exactement comme ce premier jour. Pendant un moment, Sophie hésita, incertaine de s'approcher ou de respecter ce qui semblait être un moment privé de contemplation. Avant qu'elle puisse décider, Mathieu se retourna et la vit. Même à distance, Sophie perçut le moment exact où la reconnaissance le frappa. Un léger redressement des épaules, une pause momentanée dans ses pas. Puis, il leva la main dans un geste simple, ni accueillant ni distant, juste une reconnaissance de sa présence. Comme mue par une force au-delà de sa volonté consciente, Sophie commença à marcher dans sa direction. Chaque pas dans le sable semblait porter le poids de tout ce qu'ils avaient vécu, partagé et appris, ensemble et séparés, au cours de la dernière année. « Bonjour », dit-il lorsqu'ils furent enfin face à face, à quelques pas de distance. « Bonjour », répondit-elle, surprise par le naturel de sa propre voix, comme si le retrouver là était la chose la plus attendue au monde. « Vous cherchez aussi un moment de paix ?» Mathieu acquiesça, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Je viens ici souvent dernièrement. Ça aide à clarifier l'esprit. J'ai vu l'article dans Architecture contemporaine aujourd'hui, » commenta Sophie, décidant d'aborder directement ce qui occupait ses pensées. « C'est beau, sensible. Camille a fait un travail exceptionnel, convint-il. Elle a capturé l'essence de la Fondation mieux que nous n'aurions pu l'expliquer. »
Un silence confortable s'établit entre eux, rempli seulement par le son des vagues et les cris distants d'enfants jouant dans la partie plus animée de la plage. C'était un silence différent de ceux qu'ils avaient partagés ces derniers mois, non chargé de mots non dits, mais ouvert, comme un espace où de nouvelles possibilités pouvaient de fleurir. Votre témoignage dans le magazine commença. Sophie hésitante. C'était très généreux. C'était honnête, répondit Mathieu simplement. Ce temps séparé m'a fait réaliser beaucoup de choses sur moi-même, sur ma façon de conduire ma vie, mes relations. Sophie sentit quelque chose se dénouer en elle, comme un nœud qui se défait enfin après une longue tension. Pour moi aussi, admit-elle. J'ai réalisé qu'une partie du conflit entre nous venait de mes propres peurs et insécurités, de mon besoin de contrôle. Mathieu la regarda avec une intensité qui fit accélérer son cœur. Je pense que nous avions tous deux des leçons à apprendre. Et peut-être avions-nous besoin d'espace pour les apprendre. J'ai beaucoup pensé à cette nuit-là, confessa Sophie, faisant référence à la discussion qui avait mené à leur éloignement, à comment deux personnes avec des intentions si bonnes peuvent, malgré tout, se blesser l'une l'autre quand elles ne s'écoutent pas vraiment. C'est ironique, réfléchit Mathieu, se penchant pour ramasser un petit coquillage dans le sable. Je passe ma vie dans des négociations complexes, convainquant des gens d'investir des millions dans mes projets, mais j'ai échoué dans la négociation la plus importante. Trouver un équilibre entre ce dont j'avais besoin et ce dont vous aviez besoin. Sophie observa tandis qu'il faisait tourner le délicat coquillage entre ses doigts, un geste qui rappelait la façon dont il avait tenu le médaillon cette première nuit. Les élèves du cours de céramique ont préparé une exposition, dit-elle, changeant subtilement de sujet. Le vernissage est vendredi prochain, vous y serez? Je ne manquerai cela pour rien au monde, répondit-il. J'ai été impressionné par leur progrès ces dernières semaines. La conversation coulait naturellement tandis qu'ils marchaient, côte à côte sur la plage, partageant des histoires sur la fondation, ses élèves, les défis et réussites des derniers mois. C'était comme si le temps de séparation avait clarifié ce qui comptait vraiment entre eux, purifiant la relation des attentes non communiquées et permettant l'émergence de quelque chose de plus mûr, plus conscient. Quand le soleil disparut, finalement à l'horizon laissant le ciel dans des tons profonds de pourpre et de bleu, Mathieu s'arrêta et se tourna vers Sophie. « Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos du médaillon, la première nuit ?» Sophie acquiesça, touchant instinctivement le collier qu'elle portait toujours sous son chemisier, qu'il trouvait toujours son chemin vers celui qu'il devait protéger, et que lorsque cela arrivait par l'intermédiaire d'une autre personne, c'était signe que cette personne serait importante dans sa vie, compléta Mathieu. Je n'ai rien dit sur la façon dont cette importance se manifesterait, ou combien de temps elle durerait, seulement qu'elle serait significative. Un frisson parcourut l'échine de Sophie, non de peur, mais de reconnaissance, de ce même sentiment de destin, de connexion inexplicable qu'elle avait ressenti cette première nuit. Que voulez-vous dire, Mathieu? Il fit un pas vers elle, éliminant une partie de la distance physique qu'ils avaient maintenue durant toute la conversation. Je dis que, indépendamment de ce qui arrive entre nous à partir de maintenant, si nous nous remettons ensemble, ou si nous continuons comme partenaires uniquement pour la Fondation, vous avez transformé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible. Vous m'avez appris à voir au-delà de l'immédiat, à valoriser les processus autant que les résultats, à comprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux, non de tristesse, mais d'une émotion profonde qu'elle ne pouvait pas complètement nommer. « Vous aussi, vous m'avez transformé, » répondit-elle, sa voix presque un murmure. « Vous m'avez appris à risquer, à faire confiance à nouveau, à croire que des situations les plus inattendues peuvent naître les plus grandes opportunités. » Le silence qui suivit était plein de possibilités. Sophie réalisa qu'ils étaient à un point d'inflexion, non seulement comme individus qui avaient grandi à travers la douleur et la distance, mais comme deux êtres humains qui avaient maintenant la chance de choisir consciemment un chemin ensemble, non par nécessité ou impulsion, mais par décision mûre et réfléchie. « J'aimerais essayer à nouveau, » dit finalement Mathieu, sa voix ferme mais douce. Non pas en revenant là où nous étions, mais en construisant quelque chose de nouveau à partir de qui nous sommes devenus. Sophie sourit,
un sourire qui venait d'un lieu de certitude qu'elle avait rarement expérimenté. « Moi aussi, j'aimerais cela », répondit-elle, tendant la main pour toucher la sienne. Sans précipitation, avec conscience, un pas à la fois. Là, ses doigts s'entrelacèrent aux siens. Le contact simple portant une promesse non pas d'une fin heureuse instantanée, mais d'un voyage continu de découverte mutuelle, de respect et de croissance partagée. Un pas à la fois, acquiesça-t-il, tandis qu'il retournait en marchant sur la plage, les premières étoiles commençant à parsemer le ciel nocturne au-dessus d'eux. La semaine suivante, l'exposition de céramique des élèves de la Fondation fut un succès retentissant. La cour centrale de la maison, transformée en galerie à ciel ouvert, accueillit des visiteurs de toute la ville, des autorités aux fiers parents des artistes émergents. Les pièces, inspirées de techniques traditionnelles méditerranéennes, mais avec des interprétations contemporaines, attirèrent l'attention de galeristes et de collectionneurs, résultant en ventes significatives et commandes futures. Sophie et Mathieu circulaient dans l'événement séparément, chacun remplissant son rôle de directeur de la Fondation, mais des observateurs attentifs auraient remarqué les regards qu'ils échangeaient occasionnellement à travers la salle, la façon dont ils gravitaient subtilement l'un vers l'autre tout au long de la soirée, et plus révélateur, le moment où, après la clôture officielle, ils sortirent ensemble sur la terrasse, où ils restèrent à converser sous les étoiles, bien après que le dernier invité fut parti. Dans les mois qui suivirent, la Fondation Marguerite et Elisabeth étendit sa portée, établissant des partenariats avec des institutions éducatives internationales et recevant de la reconnaissance pour son modèle innovant de formation professionnelle allié à la préservation culturelle. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite entre deux âmes blessées sur une plage s'était transformé en un mouvement de transformation qui allait bien au-delà de ses fondateurs. Quant à Sophie et Mathieu, ils se redécouvrirent lentement, avec la patience et la sagesse que seule l'expérience peut apporter. Ils construisirent une relation qui honorait tant leurs similitudes que leurs différences, comprenant que l'amour véritable n'existe pas malgré les contrastes, mais est enrichi par eux. Par un après-midi de décembre, presque 18 mois, après leur première rencontre, Sophie était dans son bureau à la maison quand Mathieu entra portant une petite boîte en bois sculptée semblable à celle qui avait contenu le médaillon répliqué. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, intriguée par le sourire mystérieux sur son visage. « Quelque chose que j'ai trouvé récemment, lors d'un voyage dans l'intérieur de la Provence, » répondit-il, posant la boîte sur la table. « Je faisais des recherches sur ma famille pour ce projet d'histoire orale des élèves, et j'ai fini par visiter la ville natale de ma grand-mère. » Sophie ouvrit la boîte avec précaution, révélant une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, une lettre écrite à la main dans une calligraphie délicate et une photographie qu'elle n'avait jamais vue. Deux femmes âgées, enlacées, souriantes, devant une maison simple. « C'est elle, » murmura-t-elle, reconnaissant, immédiatement, malgré l'âge avancé, les visages de Marguerite et Elisabeth. « Mais comment ?»« Apparemment, elles se sont retrouvées, » expliqua Mathieu, l'émotion évidente dans sa voix. « 1 an avant leur décès. La lettre est de Marguerite à Elisabeth, la remerciant pour la visite et la réconciliation après tant d'années. Les larmes aux yeux. Sophie lut la lettre, où sa grand-mère parlait de comment le temps et la distance avaient séparé leurs chemins, mais comment l'amitié véritable transcendait ces barrières. Les dernières lignes la touchèrent profondément. Peut-être nos petits-enfants se rencontreront-ils un jour, chère Elisabeth. Peut-être continueront-ils l'amitié que le temps a interrompue, mais jamais détruite. J'aime penser que certaines connexions sont destinées à perdurer au-delà de nos propres vies. Sophie leva les yeux de la lettre pour trouver Mathieu l'observant avec une expression qui combinait tendresse et révérence. « On dirait qu'elle savait, » dit-il doucement. « D'une certaine façon, elle savait que nous nous rencontrerions, ou peut-être ont-elles conspiré de l'au-delà pour s'assurer que cela arrive, » plaisanta Sophie, bien qu'une partie d'elle se demandât s'il n'y avait pas réellement quelque chose de plus profond, quelque force mystérieuse qui connectait leurs histoires à travers les générations. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de Nice, sur la même plage où tout avait commencé, Sophie et Mathieu renouvelèrent leurs promesses l'un envers l'autre, non avec des paroles grandioses ou des gestes dramatiques, mais avec la certitude tranquille de ceux qui ont trouvé, à travers les épreuves et la croissance,
Un amour qui ne se base pas seulement sur la passion ou la commodité, mais sur le respect, la compréhension mutuelle et un engagement partagé envers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et tandis qu'ils marchèrent sur le sable, mains entrelacées, Sophie toucha le médaillon qu'elle portait toujours près de son cœur, reconnaissante pour cette rencontre inattendue qui avait transformé sa douleur en but, sa solitude en connexion, et qui continuait à lui rappeler quotidiennement que les plus belles fins sont rarement celles que nous planifions, mais celles que nous découvrons lorsque nous avons le courage de permettre au destin, au hasard et au cœur de nous guider sur des chemins inconnus.